Bien, alors certains d'entre vous savent peut-être qu'il s'agit d'une idée qui m'est chère depuis un certain temps. Certains se rendent aussi compte que cette idée est considérée comme dangereuse par un certain nombre de personnes. Alors aujourd'hui, je ne vais pas me lancer dans un plaidoyer pour essayer de sauver cette idée de la peine capitale ou à tout le moins d'un ordre de quitter le territoire, encore moins me lancer dans un plaidoyer pour gagner un concours d'éloquence. En tant qu'universitaire, en tant que membre de cette académie, mon boulot, c'est de vous aider à vous forger une conception personnelle par vous-même, pas dans les minutes qui viennent, mais dans les semaines qui viennent, dans les années qui viennent, en écoutant attentivement les arguments contre l'idée, autant que les arguments en faveur de cette idée. Alors, très brièvement, ce que je voudrais faire, c'est préciser justement le projet de société dans lequel ça s'inscrit. Je remercie Anne, du reste, d'être venue de Paris pour contribuer à nourrir notre réflexion. Quel est en particulier le rapport entre le revenu universel et le droit au travail, d'une part, et d'autre part, avec l'obligation de travailler? On entend parfois, parmi les défenseurs comme parmi les détracteurs du revenu universel, qu'avec la robotisation, l'automation et tout ça, il n'y aura plus de travail pour tout le monde. Et comme il n'y a plus de travail pour tout le monde, il faudra remplacer le droit au travail par un droit au revenu. Bullshit, bullshit. Ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que se situe l'allocation universelle. L'allocation universelle, c'est un instrument pour préserver le droit au travail, comme la possibilité réelle pour chacun d'accéder à un emploi qui ait du sens pour lui ou pour elle. Comment ? Par deux voies, vous pouvez le voir de deux manières. Une allocation universelle, donne la possibilité à ceux qui travaillent trop de travailler moins, de réduire leur temps de travail, de l'interrompre, de telle manière qu'ils libèrent des postes qui peuvent alors être occupés par des personnes qui sont aujourd'hui exclues. Et d'autre part, le revenu universel, c'est aussi de manière systématique un subside à l'emploi. Un subside à l'emploi relativement peu rémunéré, mais qui est donné aux travailleurs ou aux travailleurs potentiels de telle manière que le travailleur peut décider quels emplois valent la peine d'être pris en dépit du fait qu'il paye peu ou qu'il paye de manière irrégulière, plutôt que d'être forcé d'accepter n'importe quel emploi. Donc, en ce sens-là, l'allocation universelle est parfaitement compatible avec le plein emploi. C'est même un instrument, dans les conditions technologiques décrites par Will tout à l'heure, c'est même un instrument essentiel pour le réaliser. Mais le plein emploi au sens de la possibilité pour chacun d'accéder à l'emploi. Pas le plein emploi au sens de travail salarié à temps plein pour tous les hommes, pour toutes les femmes pendant toute la vie. Ça, c'est un idéal qu'il s'agit d'abandonner. C'est un idéal qui est rendu absurde par le fait que dans les décennies précédentes, la productivité n'a pas cessé de croître, la participation des femmes au marché de l'emploi n'a pas cessé de croître, et ces deux choses sont très importantes, elles continueront, et c'est très bien qu'elles continuent, mais dans ce contexte-là, s'efforcer de faire tourner notre économie pour produire assez de boulot, pour que tout le monde ait un boulot à temps plein pendant toute la vie, c'est pas seulement absurde, c'est désastreux pour nos existences comme pour notre planète. L'obligation de travailler, alors. L'obligation de travailler. Bien sûr, l'allocation universelle, c'est quelque chose qui se situe dans le prolongement de l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, c'était donner à chacun la liberté formelle de ne pas travailler. L'allocation universelle, c'est donner la liberté réelle de ne pas travailler. Bien sûr, à un degré qui dépendra de son montant. Et donc, il ne s'agira pas de permettre à chacun de mener une vie confortable, même en vivant seul pendant toute son existence. Mais ça permettrait effectivement aux personnes qui gagnent peu de dégager du temps. Est-ce que c'est grave? Bertrand Russell disait l'idée de donner du loisir aux pauvres a toujours été considérée comme choquante par les riches. Bon. Alors moi, je suis parmi les riches, comme d'ailleurs mes collègues de l'Académie ici présents, c'est-à-dire que nous sommes parmi ceux qui ne vont pas se demander qu'est-ce que je vais faire avec les 600 € que Philippe Defebvre va nous donner. Nous allons devoir y contribuer. Les riches, ce n'est pas toujours ceux qui sont plus riches que nous. Nous aurons à payer un peu plus en impôts pour permettre que tout le monde reçoive l'allocation. Et moi, je ne trouve pas ça du tout choquant. Je trouve choquant que tout le monde n'ait pas cette occasion. Un mot pour terminer, pour les catholiques dans la salle qu'il y en a. Vous me direz peut-être, ce gars il vient d'une université catholique, il a sans doute oublié la deuxième épître de Saint Paul aux Thessaloniciens qui dit « Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas ». Mais Saint Paul a raison, il dit en fait dans le texte
Ce n'est pas que vous n'aurez pas le droit de manger sans travailler, mais ce ne serait pas très sympa. Suivez notre exemple et contribuez, mais contribuez d'une manière qui peut être très différente. Saint Paul a raison, ceux qui ont utilisé son texte de telle manière qu'ils ont sacralisé le salariat pour toute la vie, pour tout le monde, ceux-là par contre ont tort.